La CEDEAO propose la mise en place d'une force en attente pour lutter contre le terrorisme. La CEDEAO remet sur la table son projet de force en attente entre guillemets pour désormais essentiellement lutter contre le terrorisme. Les détails ont filtré sur la réunion entre les ministres de la Défense et des Finances des pays de l'organisation régionale qui s'est tenue la semaine dernière sur le sujet dans la capitale nigérienne à Abuja. Et donc, chers auditeurs et chers parents, la semaine passée, les ministres de défense des pays de la CEDEAO et aussi les ministres des Finances des mêmes pays se sont retrouvés dans la capitale du Nigeria qu'on appelle Abuja, pas Abidjan, Abuja, mais on dit ça Abuja. Quand ils sont arrivés là-bas, ils disent que eux, leur intention, c'est de mettre une armée en place pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et ils disent la force en attente pour lutter contre le terrorisme. Déjà même, cette force est un échec. Puisqu'on ne met quelque chose en attente que quand l'objet qu'on doit combattre n'est pas encore présent. La CEDEAO nous dit qu'elle va créer une force en attente pour lutter contre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore le terrorisme. On va créer une force qui va être là pour attendre. Quand le terrorisme va se présenter, maintenant la CEDEAO va aller lutter contre le terrorisme. Chers parents, comme pour vous dire que c'est une perte de temps. Moi, je suis dans le factuel. Je préfère qu'on me considère comme un conséquentialiste. Je préfère être dans la prévention plutôt que d'être dans le traitement. Quand aujourd'hui la CEDEAO vient nous dire qu'elle n'a pas d'instrument pour lutter contre le terrorisme, mais qu'elle est en train de mettre un instrument qui sera en attente avant de lutter contre le terrorisme, je me dis aujourd'hui, est-ce que les terroristes n'attaquent pas nos pays? En réalité, quand on n'a pas le courage de mener un combat, il ne faut pas perdre son temps. En réalité, la CEDEAO est encore une fois en train de se fourvoyer. Voilà une force dite sous-régionale, voilà une communauté de pays qui se sont réunis. Vous n'êtes même pas, là où vous n'êtes même pas capable de lutter et de mettre une force en place pour lutter contre des individus qui font des coups d'État, est-ce que ça sera contre des terroristes que vous pourrez lutter, qui sont dans plusieurs pays à la fois? Moi, je le dis et je le redis, la CEDEAO n'existe plus que de nom. La CEDEAO a perdu sa crédibilité depuis le jour où elle a fait place aux djihadistes, putschistes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, etc. Je le dis aujourd'hui, la CEDEAO, aujourd'hui dans sa version actuelle, est un instrument qui légitime le coup d'État et le désordre en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, chers Africains, quelle est l'utilité de la CEDEAO aujourd'hui en tant qu'instrument? Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est simplement la représentation géographique de 15 ou bien de quelques pays? Ou bien est-ce que c'est un instrument qui unit des États sur des bases concrètes? Quand je me pose personnellement ces questions-là, je ne vois aucune utilité de la CEDEAO aujourd'hui. On me dira, mais et la libre circulation des personnes, et les taxes douanières et autres, tout. Mais ces phénomènes-là ne peuvent exister que quand l'homme, qui est au centre même de tout développement, bénéficie même des avantages directs de cette coopération entre les États. Qu'il y ait la CEDEAO ou pas, la nature humaine est faite qu'elle va toujours bouger d'un point A à un point B. Même si on mettait les conditions les plus difficiles, les hommes vont toujours continuer à circuler. Et donc là, pour moi, la question de la libre circulation ne tient pas. Et même si nous revenons encore à cette question de la libre circulation, cette libre circulation se fait plus au détriment des pays où les conditions de vie sont beaucoup plus favorables. Parce qu'imaginez des pays comme le Mali, les pays désertiques. Les gens n'y vont pas assez, mais les gens vont vers les zones côtières. Et donc, même c'est un mouvement des populations déséquilibrées. Et là encore,
quand on parle de l'aspect économique, quel est le taux de transaction entre les pays de la CEDEAO? Qu'est-ce que nous faisons en termes de commerce qui nous rend indépendants, qui fait que nous n'avons pas besoin de l'extérieur? Ça n'existe pas. Et donc, quand on prend le facteur économique, quand on prend le facteur des mouvements humains, ce sur quoi on aurait pu défendre la CEDEAO, ça tient peu dans la réalité. Mais pire, quand une organisation est mise en place et que cette organisation même se fourvoie en fonction des différents présidents. Il y a des présidents qui veulent que la CEDEAO soit conforme à ses propres règlements et statuts intérieurs. Il y a des présidents qui veulent ruser avec les statuts et règlements intérieurs, comme actuellement le président Tinubu, qui, on essaie, pour quelle raison, n'est ni avec la CEDEAO, mais en même temps aussi éprouve un amour pour la Russie. Ils peuvent bien cacher leur jeu, mais la vérité doit être dite au grand jour. Tinubu est un président faible. Et Tinubu est un président qui n'a pas de vision pour la CEDEAO. Et aujourd'hui donc, venez nous parler d'une force régionale en attente pour lutter contre le terrorisme. C'est un peu vouloir se moquer de nous. C'est comme nous dire que le terrorisme n'a pas encore atteint le point où on devrait mener une lutte implacable contre lui, le terrorisme. Vous m'excuserez. Mais bien avant, il est encore plus facile de demander à quelqu'un d'aller, en fonction de ses règles et de ses conditions qu'elle s'est données elle-même, d'aller balayer des putschistes dans un pays, dans un moment bien connu, plutôt que de dire on va s'attaquer au terrorisme. Parce que le terrorisme aussi a ses conséquences, mais avant ses conséquences, il faut bien prévoir ses causes. En général, quand on prend le cas du Mali, les gens font un amalgame. Il y a la lutte de ceux de l'Azawad, qui est complètement différente des mouvements djihadistes et du grand banditisme international. Je le dis bien, le grand banditisme international. Et aujourd'hui, lorsque vous remarquez bien, dans le Sahel, le djihadisme aujourd'hui n'est alimenté que par le grand banditisme international. Mais des pays qui n'arrivent même pas à mater des putschistes, peuvent-ils lutter contre le grand banditisme international? Parce que on ne peut pas faire flirter le djihadisme africain sur la religion. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Un Africain ne peut pas se tuer ou tuer quelqu'un parce que lui il a une idéologie religieuse à défendre. C'est une raison qui ne tient pas. Mais la raison qui tient, c'est qu'il y a les zones du Sahel aujourd'hui servent de grands marchés de la drogue, servent de grands marchés de trafic d'organes humains, servent aussi de grands marchés de tous les crimes liés au grand banditisme international que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, les armées du Mali, du Burkina, du Niger, aujourd'hui vivent du grand banditisme, de la vente des drogues, des trafics humains et de d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce qui fait que ces États-là aujourd'hui sont devenus, je l'ai dit depuis très longtemps, des États proto-djihadistes, des États qui fonctionnent sur les mêmes modèles que les djihadistes. Les djihadistes kidnappent, ces putschistes-là kidnappent, les djihadistes tuent aveuglément leur population, ces putschistes-là tuent aveuglément leur population, les djihadistes prennent les gens en otage, ces putschistes-là prennent leur population en otage quand ces populations s'expriment, les djihadistes avancent sans loi ni foi, les juntes allaient demander à ceux qui sont dans ces pays-là aujourd'hui s'il y a la liberté de la presse, s'il y a la liberté de la réunion, s'il y a la liberté de réfléchir, s'il y a la liberté de s'exprimer, s'il y a la liberté de pouvoir donner un autre son que celui de ces djihadistes putschistes au pouvoir. Allez leur demander dans quel contexte leurs économies sont gérées. Et donc voilà le modèle des États djihadistes. Les djihadistes, ce n'est pas seulement celui qui se cache quelque part, mais c'est celui qui vient bouleverser l'ordre. C'est celui qui vient trouver des institutions sous-régionales qui les bouleversent et qui veut s'imposer. Mais le djihadiste aussi, c'est comme Tinubu, l'incapable qui soutient l'imbroglio et la confusion dans la sous-région à cause de son incapacité. C'est aussi une forme de djihadisme aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de dire. Et donc là, ce n'est pas avec un incapable comme lui, Tinubu, qu'il va réunir une force de plus de 5000 hommes pour encore prendre plus de 2,6 milliards de dollars par an à nos États. Pour en arriver à quoi? Pour en arriver à quel résultat? Pour lutter d'abord contre le terrorisme, il faut avoir des interlocuteurs crédibles. Comment peut-on lutter contre le djihadisme quand le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui
se montre et se donne pour volonté de disperser le djihadisme dans tout le golfe de Guinée, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut d'abord des interlocuteurs sérieux, il faut des interlocuteurs crédibles, il faut des interlocuteurs qui ont de la crédibilité à partir des élections dans leur pays, ou bien qui ont de la crédibilité à partir de ce que les institutions internationales ou bien sous-régionales leur donnent. On ne peut pas flirter avec des gens qui sont dans l'illégalité et en même temps vouloir que ces personnes-là défendent la légalité. Ça ne fait pas sens. Et donc moi je dis que ça c'est une réunion de perte de temps parce que là où on vous attendait, vous aviez été incapable de donner une réponse cohérente, c'était d'abord de mater les putschistes. Si vous n'avez pas pu mater ces bandes de putschistes-là, ne pensez pas que c'est l'association de ces putschistes et des djihadistes que vous allez pouvoir mater. C'est aussi simple que ça. Et donc vous-même, vous n'êtes même pas capable de nous dire si votre soi-disant force en attente, vous la créerez. Vous n'êtes même pas capable de nous dire si vous pourrez avoir le nombre d'hommes qu'il faut. Tantôt, vous nous parlez d'une force en attente composée de 1500 soldats pour faire fonctionner. Il faut trouver 500 millions de dollars chaque année. Tantôt, vous nous dites la force va avoir 5000 hommes. Le coût va être 2,6 milliards de dollars par an. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas préparé. Ne perdez pas le temps aux gens. La CEDEAO n'a fait que se fourvoyer. Et c'est pourquoi vous avez, encore pour vous démontrer que vous n'êtes rien, vous avez invité le Mali, le Niger, mais ils ne sont même pas partis à votre réunion. Ils ont simplement claqué la porte. Ils vous ont dit on s'en fout de vous. On n'a plus rien à faire avec vous. Vous nous avez permis déjà de connaître vos limites. Et donc voilà que c'est aussi triste. Et c'est ça, la réalité dans la région ouest africaine. Et aujourd'hui, aucun président en Afrique de l'Ouest ne doit être surpris ou se plaindre qu'un coup d'État soit fait contre lui. Parce que c'est ce modèle-là même que les dirigeants de la CEDEAO encouragent aujourd'hui. Être incapable de défendre la légalité, être incapable de défendre la confiance des peuples et laisser quelques djihadistes et quelques putschistes prendre le dessus ou bien devenir des interlocuteurs. Mais en même temps, il fallait aussi inviter les djihadistes à cette réunion-là. Et vous verrez que nous aurions pu discuter directement des causes du djihadisme et les résoudre sans avoir à lever des fonds ou une armée. Parce qu'en réalité, là, ces djihadistes-là, on peut discuter directement avec eux. Et donc, l'expérience, là, c'est le meilleur maître. L'expérience doit être le meilleur maître qui puisse servir à quelqu'un. Et non, depuis que la CEDEAO est passée sous la main de Tinubu, la CEDEAO est dans l'improvisation et elle a perdu toute sa crédibilité.